Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1, le bilan, l'un des derniers bilans même fin de saison de cette année en Formule 1. Et on passe du côté donc de Toro Rosso. De toute façon, il en reste plus que deux, hein. Donc Toro Rosso et puis la dernière vidéo, l'apothéose un petit peu de cette saison 2019 avec Williams. Et puis je pense qu'il y en aura encore une après derrière Williams, une petite vidéo bonus sur mon analyse de cette saison, peut-être même l'analyse F1, l'analyse moto, je vais voir si j'en ferai pas encore deux autres, mais du côté donc de Toro Rosso 6ème avec 85 points au championnat du monde, c'est 3 places de gagné et 52 points en un an. 2 podiums surtout pour l'équipe et donc 13 sur 20. Je rappelle que pour Toro Rosso, on fait le bilan de Pierre Gasly, de la saison de Pierre Gasly. On a déjà fait le bilan de la saison d'Alexander Albon. C'était du côté de Red Bull. Plus grosse progression en un an du côté de Toro Rosso parce que très très bonne saison. Encore une fois, 3 places de gagné, 52 points. C'est la meilleure progression sur une saison. Voiture performante. Surtout, voiture que j'ai trouvée plutôt constante. Il n'y a pas eu de gros ratés de la part de Toro Rosso. C'était souvent constant entre 9 et 10, on va dire. Alors, c'était pas si impressionnant que ça, mais l'équipe finit 6ème, donc voilà aussi, hein, c'est relatif, mais la voiture était constante, c'est-à-dire que l'année dernière, on avait eu un bon Grand Prix à Bahreïn, et puis ensuite, il y avait eu quand même un enchaînement de mauvais résultats, une fin de saison qui avait été assez difficile, où il y avait des soucis de fiabilité assez importants avec le moteur Honda. Là, ça a été mieux avec le moteur Honda. Un travail également plus facile avec Red Bull. C'était pas le cas auparavant. Là, ils ont pu faire un travail de meilleure qualité avec Red Bull, car ils avaient le même moteur. L'année dernière, ils avaient dû créer une boîte de vitesse qui était une première pour Toro Rosso. Là, ils ont repris un petit peu tout ce qu'ils avaient fait l'année dernière, mais amélioré par l'usine autrichienne. Donc ça a été un peu plus simple du côté de Toro Rosso. Saison solide de Daniil Kvyat, j'ai trouvé, pour un retour en Formule 1. Moins d'erreurs par rapport à ses saisons passées, moins d'agressivité aussi, et un pilote qui a été plutôt, face à Albon, je trouve, très performant. Face à Gasly, il a eu un peu plus de mal, il faut le dire, même si parfois il arrivait à tenir la comparaison. Le Russe, mais sur un week-end complet, souvent c'était Gasly quand même qui était le plus performant en cette dernière partie de saison. Gros travail de Pierre Gasly en fin d'année qui a apporté pas mal de points, dont le podium du côté d'Interlagos. Une très très bonne année pour Toro Rosso. C'est même leur meilleure saison, je crois, depuis quelques années. Déjà, il faut remonter à l'époque Vettel, quand Vettel avait gagné un Grand Prix, pour avoir une saison aussi intéressante. Donc c'est pour vous dire, voilà, que la saison de Toro Rosso cette année, elle n'est pas anodine. Ils ont été très performants et pourtant avec 3 pilotes. Donc, comme quoi, mais une fin de saison qui a quand même été costaud, avec un gros travail de Pierre Gasly, puis même Daniil Kvyat sur la première partie de saison. Un peu plus en difficulté ensuite, mais il a eu aussi pas mal de problèmes techniques, Daniil. Donc qu'il faut pas négliger, par exemple son Grand Prix de Russie qui est compliqué parce qu'il peut pas rouler quasiment tout le week-end avant le Grand Prix, donc pour être performant c'est compliqué. Donc voilà, c'est je trouve une année encourageante, c'est pour ça que je mets 13 sur 20 pour Toro Rosso. On va passer au duel en qualification pour l'équipe italienne, donc entre Kvyat et Albon 6-6, écart moyen sauf la Chine où il y avait le forfait d'Albon, donc ça donne 4 millièmes en faveur d'Alexander Albon. Et puis en qualification entre Kvyat et Pierre Gasly, écart moyen sauf la Russie où Daniil Kvyat n'avait pas fait de chrono, et donc là 233 millièmes en faveur de Pierre Gasly. C'est l'un des écarts les plus importants de cette saison. Donc ça montre le travail qu'a réalisé Pierre Gasly. Puis il est bien en course, 7-5 pour Kvyat face à Albon et 5-4 pour Gasly face à Daniil Kvyat. Donc voilà, gros travail en qualification de Pierre Gasly, un peu moins de concrétisation en course, mais il a dû s'adapter à une nouvelle voiture aussi. Donc sur les premiers Grands Prix c'était pas simple, par exemple en Italie ou du côté de Spa. Et on commence donc tout de suite par le pilote, le taulier, celui qui a fait toute la saison, Daniil Kvyat, 13ème du championnat du monde, un top 5 cette année, un podium également, et puis 3 abandons quand même, mais 13ème du championnat du monde avec 37 points et un 11 sur 20.
Du côté de Daniel Kiat, j'ai pas grand chose à dire. Pour Daniel Kiat, c'est l'un des pilotes où j'ai le moins de choses à dire. Donc la vidéo va être courte parce que c'est vrai que Toro Rosso, c'est encourageant, mais à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire du côté de Toro Rosso, je trouve. Donc la vidéo va faire 10 minutes, incroyable, et je vais enfin tenir un timing. Il a montré qu'il était bon enfin pour la Formule 1, Daniel Kiat, parce que on l'avait quitté sur une saison 2017 où il avait été viré, puis repris, enfin ça avait été un petit peu compliqué, remplacé par Brandon Hartley, où de toute façon en 2017 il n'avait pas montré vraiment un excellent coup de volant. Face à Carlos Sainz, il avait plutôt été dominé par Carlos Sainz. Les années précédentes, on se souvient qu'il avait été pas forcément dominateur face à Vergne non plus. J'avais jamais compris vraiment la décision de Red Bull de favoriser Kiat face à Vergne, alors que les deux pour moi n'avaient pas été exceptionnels, mais je trouvais que chez Vergne il y avait un plus grand potentiel que chez Kiat à ce moment-là. Son passage chez Red Bull Éclair avait été plutôt une grosse catastrophe. Donc c'est vrai qu'il nous avait pas vraiment montré son talent. Là, il a montré qu'il était bon pour la Formule 1. C'est quand même une très bonne roue de secours, parce que je rappelle que normalement Kiat, il n'était pas vraiment prévu pour faire de la Formule 1, mais il s'avère que vous avez Ricciardo qui est parti, Brandon Hartley qui n'a pas été bon. Et donc il a fallu trouver un pilote un petit peu en dernier recours, il y avait un petit peu Kiat et Albon, donc on a pris ces deux-là, mais c'est quand même une bonne roue de secours. Il manque un peu de vitesse en qualif, surtout face à Pierre Gasly, mais c'est un bon pilote le dimanche, qui a souvent... c'est un pilote qui arrive à bien avoir des bonnes stratégies, donc je pense que c'est un pilote qui arrive à bien gérer ses pneus, à bien gérer sa récupération d'énergie également. C'est pas un pilote exceptionnel, c'est pas un pilote flamboyant, mais aujourd'hui c'est suffisant pour Toro Rosso, très clairement. Pour moi, Toro Rosso, aujourd'hui, ça leur suffit, et tant qu'il est fiable, ils n'ont pas besoin de prendre quelqu'un d'autre. Toro Rosso, ça ne sera jamais l'équipe qui te permettra d'aller jouer la 3e place du championnat du monde. De toute façon, ça n'a jamais été l'objectif de cette équipe non plus. Donc voilà, c'est un bon pilote solide et qui permet de faire la transition avec la prochaine génération de pilotes Red Bull, mais qui met un petit peu de temps à arriver parce que pour l'instant, Juri Vips, je ne suis pas convaincu, comme Liam Lawson. On va passer du côté de Pierre Gasly. 12 sur 20 pour Pierre, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. 7e du championnat du monde avec 95 points. Plus 8 places, plus 58 points par rapport à l'année dernière, un podium, 3 top 5, 3 abandons. Pourquoi 12 sur 20 ? Vous allez vous dire, je suis gentil parce qu'Albon, j'ai mis 11 par exemple. Alors que certains vont se dire, pourtant les deux ont été similaires. Alors déjà, pour moi, Pierre Gasly a plus mangé Kiat que Albon. Albon s'est fait plus manger par Verstappen que Gasly également. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite différence. Et si on regarde, il est quand même 7e du championnat du monde, c'est-à-dire devant Albon. Et pour moi, la saison n'est pas si mauvaise que ça si on prend ses derniers résultats. Il a été en plus solide mentalement parce que Red Bull lui a pas facilité la tâche. C'est-à-dire que quand on te dit au bout de quelques grands prix, même avant le début de saison, c'est-à-dire que quand ils disent après Barcelone, il nous met en difficulté et c'est à cause de lui qu'on va peut-être être peu performant en début de saison, tout de suite tu sens que tu n'es pas dans une ambiance sereine. Et puis derrière, des premiers Grands Prix qui est compliqué, au fini 11e hors des points, avec une qualification catastrophique. Et puis derrière, il a du mal vraiment à être performant face à Verstappen. On le rétrograde. Là, normalement, quand on vous rétrograde, vous êtes dans une situation vraiment catastrophique. Et pourtant, c'est là où il se révèle, à Spa, le lendemain... d'avoir perdu un de ses meilleurs amis, Antoine Hubert. Il faut quand même y aller au charbon, en course. Et il fait une course de guerrier ce jour-là. Et puis après Monza, Singapour, là aussi, grosse course de guerrier. Et puis Interlagos aussi, où de toute façon il était très rapide à Interlagos aussi. Dommage qu'il perde cette 6e place sur un départ difficile du côté d'Abu Dhabi. Dommage de ce côté-là. Mais... je trouve qu'il a été mis sous pression et qu'il a résisté. Que Red Bull, on ne peut pas tout mettre sur Pierre Gasly également, sur la mauvaise performance du début de saison. Je crois que la voiture était vraiment beaucoup trop spécifique à Verstappen et pour le moment, tant que Red Bull
continuera dans ce sens-là à tout faire pour que Verstappen soit champion du monde, eh bien Verstappen ne sera jamais champion du monde parce qu'ils ont oublié un concept, c'est que on n'est pas champion du monde seul, et ça je l'ai déjà dit. Et puis il a mangé des Daniel Ricciardo, donc c'est pour ça que je mets 12 sur 20, très satisfaisant. Et puis son expérience chez Red Bull va être importante pour la suite de sa carrière parce qu'il sait maintenant ce que ça fait d'être au fond du trou, la tête dans le seau. Et il sait maintenant comment réagir dans ce genre de cas. Donc vraiment, pour moi, c'est une bonne saison 2019 pour Pierre Gasly, même si elle n'a pas très bien débuté, il faut le dire. Eh bien, on passe aux enjeux 2020. Du côté de Toro Rosso, faire une voiture encore meilleure, grâce à l'aide que va apporter Red Bull et le fait que c'est la 3e année où ils vont être avec le moteur Honda, donc ils vont avoir l'expérience. Un duo de pilotes qui va être solide, Pierre Gasly, qui va se tirer vers le haut, je suis sûr, et puis qui voudront surtout se montrer pour potentiellement aller dans d'autres équipes l'année d'après, parce que Red Bull semble pas forcément l'endroit le plus accueillant pour eux, donc ça peut être intéressant pour eux de se montrer pour aller pourquoi pas dans un top team encore un peu meilleur. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Oui, j'ai un peu bâillé, mais je suis un peu fatigué, tout simplement. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si vous êtes Pierre Gasly, par exemple, n'hésitez pas. Si vous trouvez que j'ai été trop gentil avec vous, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également si vous êtes Pierre Gasly, à partager sur les réseaux sociaux. Et puis, surtout, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Megac Production. Ciao, ciao!